De la légère anxiété qui précède le premier combat, jusqu'à un état que la médecine a officiellement reconnu comme plus grave que le trouble de stress post-traumatique classique, voici les 10 niveaux de peur que traversent le corps et le psychisme d'un être humain à la guerre. Niveau 1. Anxiété d'anticipation. Tu n'as encore jamais vu le combat, mais ton corps s'y prépare déjà. Chez les militaires, avant leur départ en zone de combat, les chercheurs constatent des changements dans le fonctionnement du système nerveux autonome plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant le premier affrontement avec l'ennemi. Le pouls s'accélère au repos, et la variabilité du rythme cardiaque se modifie, un indicateur du degré de préparation du corps à basculer brutalement en mode survie. Il y a ici un détail important qu'on oublie facilement. Dans une étude menée sur des militaires en attente de déploiement, le niveau d'anxiété conscient et subjectif ne différait presque pas de celui des civils du même âge. Autrement dit, une personne peut sincèrement se croire calme et maîtrisée, alors que son système nerveux autonome s'est déjà réorganisé et fonctionne en mode d'attente de la menace. Le corps réagit avant que l'esprit ne soit prêt à l'admettre, et c'est pour cette raison que de nombreux combattants se souviennent plus tard n'avoir rien ressenti de particulier avant leur première sortie, alors même que les indicateurs objectifs disaient le contraire. Cet état peut durer des semaines, épuisant l'organisme avant même le premier coup de feu. Un tonus constamment élevé du système nerveux sympathique signifie que la personne dort moins bien, se fatigue plus vite et récupère plus lentement, même si, en apparence, rien ne se passe et que tout est calme autour d'elle. En réalité, le corps paie déjà le prix d'une guerre qui, formellement, n'a pas encore commencé pour cette personne. Puis survient le premier véritable contact avec le danger, et l'anxiété d'anticipation cède immédiatement la place au niveau suivant. Niveau 2. Réaction de stress aigu. Le premier véritable contact avec le danger déclenche ce que les physiologistes appellent la réaction de lutte ou fuite. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline dans le sang, le cœur se met à battre plusieurs fois plus vite que d'habitude, la respiration s'accélère pour oxygéner les muscles qui pourraient être nécessaires à tout moment pour bondir ou frapper. Les pupilles se dilatent, le seuil de la douleur augmente et la motricité fine des mains se dégrade brutalement, ce qui explique pourquoi, lors d'un premier combat, il devient difficile d'accomplir un geste aussi simple que changer un chargeur, un geste pourtant répété des centaines de fois à l'entraînement dans un contexte calme. Il s'agit d'un mécanisme ancien, hérité de lointains ancêtres qui fuyaient des prédateurs en terrain découvert. Le problème, c'est que sur un champ de bataille, il n'y a littéralement nulle part où fuir. Et le danger n'est pas le bond d'un seul prédateur, mais le feu ennemi, qui peut durer des heures. Un corps conçu pour une brève décharge explosive d'énergie se retrouve contraint de maintenir ce régime bien plus longtemps que ce que la nature avait prévu. De l'extérieur, cela peut ressembler à de la panique, mais du point de vue physiologique, c'est la réponse la plus rationnelle possible de l'organisme face à une menace vitale. Une réponse simplement conçue pour un bond de côté, et non pour un combat de plusieurs heures. Et c'est précisément à ce moment que s'active un autre mécanisme de protection. Le corps commence à réduire ta perception du monde qui t'entoure afin de faire face au flux d'informations. Niveau 3. Vision en tunnel. Lorsqu'un certain seuil de stress est atteint, la vision se rétrécit physiquement. La perception périphérique se désactive et toute l'attention se concentre sur la source de la menace. Le canon d'une arme, la silhouette de l'adversaire, l'éclair d'un coup de feu. À court terme, ce mécanisme sert la survie, car le cerveau dirige ses ressources limitées d'attention vers l'essentiel. Mais ce mécanisme a un revers sérieux. Un combattant en état de vision en tunnel peut ne pas remarquer du tout un second adversaire arrivant sur le côté ou le signal d'un camarade se tenant à quelques mètres de lui. C'est précisément à ce niveau que se produit le plus souvent la perte de la conscience de la situation, justement au moment où elle est le plus nécessaire. Après le combat, ces personnes ne comprennent souvent pas sincèrement comment elles ont pu ne pas remarquer un détail apparemment évident, simplement parce qu'au moment du combat, leur cerveau ne traitait tout simplement pas cette information, ayant consacré toutes ses ressources à un seul point de l'espace. Mais la vue n'est pas le seul sens qui se désactive sous la pression. Parallèlement au rétrécissement du champ visuel, Louis subit un phénomène tout aussi étrange. Niveau 4. Exclusion auditive. Sous une charge extrême,
le cerveau commence à couper le son. Dans une étude portant sur 113 cas d'usage d'armes par des policiers, l'atténuation ou la disparition complète du son s'est révélée être la distorsion perceptive la plus fréquente, constatée dans 82% des cas, soit avant le moment du tir, soit après, soit dans les deux cas à la fois. Un mécanisme similaire a été confirmé à de multiples reprises, également en situation de combat. Certaines études en laboratoire sur le cerveau humain expliquent pourquoi ce phénomène se produit. Lorsque l'attention d'une personne est entièrement concentrée sur une menace visuelle, l'activité des zones cérébrales responsables du traitement du son diminue nettement. Le cerveau répartit ses ressources limitées entre les organes sensoriels et sacrifie l'ouïe au profit de la vue. On connaît des cas de combattants ayant tiré avec leurs propres armes sans entendre le bruit de leurs propres coups de feu, tout en continuant à percevoir d'autres sons autour d'eux, comme le cri d'un camarade. À ce moment-là, le corps décide non seulement de ce qu'il faut voir et entendre, mais aussi de la vitesse à laquelle tout cela se déroule. Niveau 5. Distorsion de la perception du temps. Avec la vision en tunnel et l'exclusion auditive, survient une troisième distorsion. Le temps commence à s'écouler différemment. Certains combattants racontent qu'un affrontement ayant duré plusieurs minutes s'est comprimé dans leur mémoire en quelques secondes. D'autres décrivent l'inverse exact. Quelques secondes réelles de combat leur ont paru s'étirer comme des minutes, et ils percevaient chaque mouvement de l'adversaire comme au ralenti, image par image. Ce phénomène a été observé non seulement au combat, mais aussi dans le sport et dans l'aviation, dans toute situation de stress extrême où une décision doit être prise en une fraction de seconde. C'est pour cette raison que les souvenirs d'un même épisode de combat peuvent tellement diverger dans leur chronologie selon les participants. Chacun a vécu objectivement le même laps de temps de manière totalement différente. Et il devient ensuite presque impossible de faire concorder ces versions en un récit cohérent. Lorsque les trois distorsions, la vue, l'ouïe et le temps, se superposent en même temps, le corps choisit parfois une voie totalement différente de la lutte ou de la fuite. Niveau 6. Réaction de figement. Pendant longtemps, on a cru que l'être humain ne disposait que de deux réactions face à une menace, combattre ou fuir. La physiologie moderne a ajouté un troisième mécanisme, beaucoup plus ancien, le figement. Lorsque le cerveau évalue que ni le combat ni la fuite ne mèneront au salut, une branche distincte du système nerveux autonome s'active et fait littéralement basculer le corps en mode d'arrêt. Le rythme cardiaque ralentit, les muscles perdent leur tonus, la personne peut rester figée sur place, perdre la capacité de parler, de bouger ou d'appuyer sur la détente. Ce n'est ni de la lâcheté, ni une faiblesse de caractère, mais une réaction automatique, totalement hors du contrôle de la conscience, héritée des animaux qui se figent devant un prédateur au moment où la fuite n'est plus possible. Vu de l'extérieur, cela peut ressembler à une inaction totale, comme si la personne ne faisait tout simplement rien. Mais à l'intérieur du corps, se joue à ce moment-là une lutte physiologique colossale, entre deux ordres opposés du système nerveux. L'un exigeant d'agir, l'autre exigeant de rester figé. Et c'est ce second ordre qui l'emporte pendant un court instant. Il est important de comprendre qu'un épisode de figement, en soi, ne dit rien de négatif sur la personne concernée. Il peut arriver au combattant le mieux préparé et ne jamais se reproduire de toute sa carrière. Le danger ne réside pas dans le figement lui-même, mais dans ce qui arrive au système nerveux lorsque de telles surcharges maximales se répètent jour après jour, semaine après semaine, sans possibilité de récupération. Ce qui compte bien davantage, c'est ce qui se produit ensuite, lorsque l'organisme n'a pas le temps de se remettre entre de tels épisodes. Niveau 7. Réaction de stress opérationnel aigu. Si la tension continue de s'accumuler, le corps entre dans un état que les médecins militaires appellent la réaction de stress de combat. Il s'agit d'une désorientation, d'une vitesse de réaction fortement ralentie, d'une incapacité à établir des priorités et d'un sentiment de détachement complet par rapport à ce qui se passe autour de soi. Le combattant reste physiquement sur sa position, mais cesse de fonctionner pleinement comme membre de son unité. Il est présent, mais en réalité exclu du combat. Selon l'un des sondages menés auprès de militaires ayant participé à des combats, environ 17,2% des personnes interrogées ont déclaré avoir vécu cet état au moins une fois.
On retrouve ici le modèle classique en 3 étapes de la réaction de l'organisme au stress prolongé. D'abord, la phase d'alarme, où le corps mobilise toutes ses réserves d'un coup. Puis, la phase de résistance, où l'organisme tente de maintenir ce régime accru aussi longtemps que possible, au prix de l'épuisement des autres systèmes. Et enfin, la phase d'épuisement, celle où les réserves s'épuisent réellement et où la réaction de stress de combat devient pratiquement inévitable. Cet état n'est pas en soi considéré comme un trouble psychique au sens clinique du terme. Il s'agit d'une surcharge sévère mais temporaire du système nerveux, dont la personne peut généralement sortir après du repos et une période de récupération. Mais toute conscience ne reste pas en place au moment d'une telle surcharge. Parfois, le psychisme va encore plus loin et semble quitter son propre corps. Niveau 8. Dissociation péritraumatique. Le niveau suivant est le moment où le psychisme commence littéralement à se détacher du corps en plein cœur de l'événement traumatique. La personne peut ressentir ce qui se passe comme si elle s'observait de l'extérieur, comme si cela n'arrivait pas à elle, mais à quelqu'un d'autre qu'elle verrait à travers une vitre ou l'objectif d'une caméra. Cet état survient directement pendant l'événement ou immédiatement après, et les chercheurs ont établi depuis longtemps qu'il constitue l'un des prédicteurs les plus puissants du développement futur d'un trouble de stress post-traumatique. Plus la dissociation a été intense au moment du traumatisme, plus la probabilité statistique est élevée que le psychisme ne parvienne pas à traiter seul cette expérience et nécessite une aide professionnelle des semaines ou des mois plus tard. Beaucoup de personnes ayant vécu cet état le décrivent ensuite par des expressions comme l'impression que ce n'était pas leur propre vie, ou celle d'avoir regardé la scène comme un spectateur. Ce détachement, sur le moment, peut même subjectivement alléger le vécu de l'événement. Mais c'est justement cette apparente légèreté qui inquiète le plus les spécialistes, car elle signifie que le psychisme n'a pas traité ce qui s'est passé, mais l'a simplement remis à plus tard. Si ce sentiment de détachement ne s'efface pas complètement et s'installe durablement, le compte à rebours du niveau suivant commence, un niveau désormais entièrement clinique. Niveau 9. Trouble de stress aigu. Lorsque la réaction à un événement traumatique ne s'estompe pas au bout de quelques jours, mais s'installe, les médecins posent un diagnostic clinique, le trouble de stress aigu. Les symptômes persistent de 3 jours à 1 mois après l'événement traumatique et regroupent simultanément plusieurs catégories de manifestations. Des souvenirs intrusifs et involontaires de ce qui s'est passé, un évitement persistant de tout ce qui le rappelle, une humeur durablement dépressive ou anxieuse, des signes de dissociation hérités du niveau précédent, et un sentiment permanent de danger, même dans un environnement totalement sûr, dans son propre lit, chez soi, loin de toute menace réelle. Cet état est l'annonciateur direct du niveau final de toute l'échelle. C'est précisément à cette étape, au cours du premier mois suivant l'événement traumatique, que se joue la question de savoir si le psychisme pourra se rétablir seul ou si le traumatisme s'installera durablement sous une forme chronique. C'est pourquoi les médecins considèrent les premières semaines suivant un épisode de combat sévère comme une fenêtre critique, un moment où une aide apportée à temps peut changer tout le parcours ultérieur d'une personne. Niveau 10. Trouble de stress post-traumatique complexe. Il s'agit du point final et le plus grave de toute l'échelle. Contrairement au trouble de stress post-traumatique classique qui peut se développer après un seul épisode traumatique, la forme complexe se constitue à partir d'une présence prolongée et répétée pendant des années en zone de combat, non pas un seul affrontement, mais des mois et des années de présence continue à la guerre, pendant lesquelles l'organisme n'a jamais la possibilité de revenir à un état de calme entre les épisodes de danger. Le diagnostic comprend 6 groupes de symptômes. 3 d'entre eux correspondent aux troubles de stress post-traumatique classiques, les souvenirs intrusifs, l'évitement des déclencheurs et un sentiment permanent de menace actuelle. Mais 3 autres s'y ajoutent, absents dans la forme classique du trouble, une incapacité chronique à réguler ses propres émotions, une image de soi durablement détruite, comme celle d'une personne sans valeur ou vaincue, et des difficultés profondes et persistantes à construire des relations avec autrui, allant jusqu'à l'évitement complet de toute proximité avec des personnes qui étaient autrefois chères.
De nombreuses études cliniques montrent que cet état est associé à des perturbations nettement plus lourdes de la vie quotidienne que le trouble de stress post-traumatique classique, et qu'il nécessite un traitement beaucoup plus long, parfois des années au lieu de quelques mois de thérapie. L'Organisation mondiale de la santé n'a officiellement reconnu cet état comme un diagnostic distinct qu'en 2019, alors même que ce phénomène existait depuis aussi longtemps que les guerres longues et prolongées, et qu'il n'avait simplement pas eu de nom propre pendant très longtemps. Avant cela, les personnes présentant cet ensemble de symptômes étaient soignées pendant des années pour un trouble de stress post-traumatique classique, avec des méthodes standards qui ne fonctionnaient pas toujours, car elles ne touchaient ni à l'image de soi détruite, ni aux difficultés relationnelles chroniques, c'est-à-dire au cœur même du problème. La reconnaissance de la forme complexe comme diagnostic distinct a constitué une avancée importante, précisément parce qu'elle a enfin permis aux médecins de traiter non seulement les symptômes hérités du trouble classique, mais aussi ce qui était resté invisible pour la médecine officielle pendant des années. Si cette vidéo t'a montré ce que traverse réellement le psychisme d'un être humain à la guerre, mets un like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quel niveau, parmi les 10, t'a semblé le plus surprenant.